Bonjour à tous, Raphaël Leca, je suis directeur du Centre Condorcet. Je vais me présenter avec Clara Delavigne, qui est étudiante STAPS deuxième année, la formation STAPS au Centre Condorcet. Vous avez la possibilité de poser des questions. Nous avons avec nous Gilles Théry, que vous ne voyez pas, mais qui va jouer le rôle de modérateur et qui va enregistrer les questions et poser les questions. Donc surtout, n'hésitez pas, ça permettra aussi à notre intervention, d'être un petit peu plus interactive. Voilà, donc nous sommes ici au Centre Condorcet. Le Centre Condorcet, c'est une structure qui accueille plusieurs formations, dont de la formation STAPS, avec une grande qualité d'installation. Vous avez ici voilà, on voit le campus, hein, l'image est un peu restreinte, mais des amphis, des salles de cours, une bibliothèque universitaire assez exceptionnelle, aussi bien sur le plan de son architecture que sur le plan de son fonds documentaire qu'il propose aux étudiants, et puis différentes salles spécifiquement orientées vers les enseignements STAPS. On voit par exemple ici ce qu'on appelle la salle de musculation, qui joue également le rôle de salle de physiologie, puisque nous y organisons des tests d'effet. Qu'est-ce que c'est que la formation en STAPS ou les formations en STAPS? Ça mérite d'être précisé parce que ces formations ont très très largement évolué depuis une vingtaine d'années. Là où il y a une vingtaine d'années, on rentrait en STAPS ou à l'UREPS pour être prof de PS. On rentre aujourd'hui en STAPS toujours pour être prof de PS, mais également pour beaucoup d'autres choses, puisque nos formations se déclinent dans des professions qui touchent à l'enseignement, mais également à l'entraînement, au management, mais également la santé, l'événementiel, la gestion des activités culturelles, la gestion du tourisme. Donc nous y reviendrons. Mais c'est important parce que souvent les étudiants ou les lycéens choisissent la formation STAPS parce qu'ils aiment le sport, et nous y reviendrons. C'est bien d'aimer le sport, c'est peut-être encore mieux d'y avoir construit, ou en tout cas d'y avoir envisagé une formation professionnelle, et on se rend compte, et nous avons la possibilité aujourd'hui de décliner cette formation professionnelle dans beaucoup de domaines, et des domaines qui débordent largement le débouché principal qui était il y a quelques années d'être enseignant de PS, même si on forme encore des enseignants de PS. Donc on reviendra à la question des débouchés un petit peu plus tard, et surtout si vous souhaitez aborder plus précisément ces questions, et si vous avez besoin de précision dans les domaines que je viens d'évoquer. Donc, si vous rentrez ici, vous venez de réussir votre baccalauréat, si vous rentrez en licence 1 STAPS, eh bien vous allez avoir des enseignements dans plusieurs domaines que nous allons préciser tout à l'heure, sous la forme d'un tronc commun. Tronc commun, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, hormis l'option STAPS, et là encore on y reviendra, tous les enseignements sont identiques pour tous les étudiants. Et ce n'est qu'à partir de la deuxième année, plus précisément du troisième semestre, que vous allez déjà vous spécialiser. Alors le terme est un petit peu fort parce qu'il y a encore pas mal de cours qui sont organisés en tronc commun, mais déjà un certain nombre de cours vont s'orienter par rapport à votre futur métier, dans le domaine de l'éducation, de l'entraînement, du management ou de la santé. Clara, typiquement, qu'est-ce que tu as choisi? Moi, j'ai choisi éducation et motricité. Pas très original pour être prof de PS, du coup. Je suis restée dans les vieilles années. Donc, ça veut dire, Clara, que dans quelques années, tu souhaites être à la place. C'est ça, exactement. Merci. Voilà, donc on reviendra, si vous le souhaitez, bien évidemment, sur la question des débouchés. Sur les niveaux différents choix, j'ai une petite question. À quel moment est-ce qu'on peut choisir l'orientation? Alors, merci pour cette question, qui est une question pertinente, puisque j'ai pas été suffisamment explicite. En réalité, une licence STAPS, qui est le premier niveau diplômant à l'université, aujourd'hui l'université c'est LMD, licence, master, doctorat. Donc le premier niveau de diplôme, c'est la licence, et le choix se fait à l'issue du troisième semestre. Je le dis de façon plus explicite, une licence, c'est 6 semestres. Parmi ces 6 semestres, vous avez 3 semestres de tronc commun, et à partir du 4e semestre, eh bien déjà, pour une partie des cours en tout cas, eh bien vous vous spécialisez. Sarah, j'ai pas dit de bêtises. Tu as déjà des cours de spécialisation? Oui, depuis janvier, depuis le début du 4e semestre.
début de l'année 2021. Voilà. Donc, Clara a des cours, continue à avoir des cours en tronc commun avec l'ensemble de la promo, mais elle a déjà des cours avec une partie de la promo sur la spécialité qu'elle a choisie. Et si je souhaite me réorienter, si ça me convient pas sur ce semestre? Alors, tout dépend du moment où on souhaite se réorienter. Mais on a prévu, et je trouve ça tout à fait légitime parce que les étudiants parfois sont encore hésitants et on peut le comprendre, hein, on a prévu des passerelles. C'est-à-dire que typiquement un étudiant qui aurait choisi dans sa deuxième année de STAPS une spécialité a les moyens, a la possibilité, avec des conditions qui sont au final pas très contraignantes, il a la possibilité en L3 de pouvoir changer de spécialité. Alors le passage, lorsqu'on est en master, c'est un petit peu plus compliqué. Ça reste possible, mais c'est soumis à des conditions qui sont plus contraignantes. En L3, c'est-à-dire pour sa troisième année, on n'aura fait qu'un semestre de spécialisation. On donne la possibilité assez facilement aux étudiants de passer d'une spécialité à l'autre s'ils considèrent qu'ils ont fait une erreur, qu'ils se sont mal orientés. Donc voilà, cette diapo finalement redit un petit peu la même chose. Hein, à la fin du troisième semestre, eh bien, il y a un premier choix d'orientation important qui va vous conduire vers différentes mentions, STAPS, éducation à la motricité, entraînement sportif, APAS, management ou une licence professionnelle dans le domaine de la gestion de projets et des structures artistiques dans les arts vivants, mais également sur Dijon particulièrement, une licence professionnelle dans le domaine du tourisme sportif. Et, pour être tout à fait exact, il existe une 5e mention dans le domaine de l'ergonomie sportive, et cette mention n'est pas organisée à l'échelle de l'UFR STAPS Dijon-Le Creuset. S'il y a des questions sur cette 5e mention, tout à l'heure, je veux bien y revenir. Voilà. Sachez que parmi les 5 mentions possibles, nous en organisons ici 4. Voilà, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais peut-être rester un petit peu plus longtemps sur cette diapo. Qu'est-ce que c'est? Très concrètement, qu'est-ce qu'on y fait en STAPS? Quels sont les enseignements? Eh bien, ces enseignements qui gravitent autour des activités physiques, sportives et artistiques se déclinent d'abord dans des sciences. Les sciences de la vie, biologie, anatomie, biomécanique. Clara est une très bonne étudiante. Je vais quand même lui demander qu'est-ce qu'elle préfère dans le domaine des sciences de la vie, par exemple. Dans le domaine des sciences de la vie, la biomécanique. Voilà. C'est le calcul, c'est toute ma vie depuis. Voilà. Je peux quand même je tiens quand même à préciser que cette appétence particulière de Clara est bien peu partagée par les autres étudiants en STAPS. Mais bien. Donc, voilà. Les sciences de la vie et les sciences de l'homme. Dans le domaine de la psychologie, des sciences sociales, des sciences de l'éducation, la sociologie, l'histoire, et puis la psychologie elle-même se décline en psychologie sociale, en psychologie cognitive, en psychologie du développement. Là encore, je veux bien expliquer et préciser si vous avez des questions. Chose importante. Il y a donc 2 domaines scientifiques que je place à égalité et qui sont aussi à égalité dans les fiches filières, c'est-à-dire dans les modalités d'évaluation. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'on a peut-être une représentation en STAPS qui date un petit peu d'ailleurs, hein, selon laquelle faut être bon en bio. Pour rentrer en STAPS, oui, il faut être bon en bio, c'est important. Pas plus qu'être bon dans le domaine des sciences sociales ou dans le domaine de la psychologie. C'est important parce que il y a eu et il y a encore des représentations qui sont un petit peu datées vis-à-vis de qu'est-ce que c'est une formation en STAPS. Donc une formation en STAPS, je le redis, c'est une formation qui est scientifique, mais qui met à part égale les sciences de la vie et les sciences de l'homme. Et une appétence particulière dans les domaines des sciences de l'homme, Clara? Du coup, je connaissais pas grand-chose puisque j'étais en bac scientifique. Et c'est la psychologie qui m'a le plus plu, surtout en première année. On a vu comment se préparer à la compétition, pourquoi on réagissait de telle manière, et c'était super intéressant. On pouvait bien s'identifier en fait à ce que le prof nous racontait, et du coup on était très intéressés par. Parce que ça avait prise sur ta propre pratique sportive. Est-ce que par exemple vous avez aussi abordé les questions de psychologie du développement? Ouais, bah ça c'est en 2e année, mais oui.
D'accord. Ouais. Donc voilà, hein, tout ça pour dire que la psychologie elle-même se décline en différentes spécialités. Il y a aussi des matières transversales, alors de l'anglais, de l'informatique, des statistiques, l'expression écrite et orale un petit peu moins. Voilà, ce sont des matières que vous connaissez déjà au collège, au lycée, et qui continuent à être enseignées ici, aussi bien en première année qu'en deuxième année, qu'en troisième année également. Clara, je veux bien te poser, si j'étais bilingue, je te poserai une question en anglais, mais je vais éviter parce que je crois que tu parles mieux anglais que moi. D'accord, on va éviter. La formation professionnelle, elle, arrive surtout en deuxième année. Qu'est-ce que c'est concrètement la formation professionnelle? Elle va s'incarner, elle va se concrétiser dans de la mise en stage. Voilà. Alors, concrètement, deuxième année, premier semestre de deuxième année, un troisième semestre, stage en milieu scolaire élémentaire. Ça veut dire que nos étudiants, pour un moment, vont conduire une séquence d'enseignement de l'éducation physique auprès d'enfants, d'écoles primaires et d'écoles maternelles. Voilà. C'est important dans la formation. C'est important. Moi, j'ai souvent tendance à dire que nos étudiants, à cette occasion, grandissent très vite, prennent une autonomie, une responsabilité que sans doute ils n'avaient pas jusqu'alors. Ils deviennent de vrais étudiants et non pas simplement peut-être encore des lycéens qui reçoivent de façon un peu descendante la connaissance. Moi, je trouve que c'est vraiment un moment très très important de leur formation, d'autant que ça leur permet de choisir, ça leur permet d'affiner leur projet professionnel, ça leur permet de savoir si dans tel ou tel domaine ils ont une appétence. D'autant que cette mise en stage est doublée d'un stage en milieu sportif, celui-là, cette fois à l'échelle de l'année et dans l'activité sportive et dans le club qu'ils auront choisi. Donc voilà, pour le dire simplement, et ce n'est pas la fin des stages en deuxième année, ils en auront également en troisième année, mais la deuxième année, le moment important, le moment fort, le moment qui fait évoluer le statut de l'enseignant, de l'étudiant, pardon, c'est le fait que ils sont confrontés très concrètement à ce que peut être leur futur métier. Dans le domaine de l'entraînement, dans le domaine de la pédagogie, dans le domaine de l'éducation et peut-être un petit peu aussi dans le domaine de l'intervention auprès de structures de santé. Voilà. Clara, c'était bien. Ouais, mon stage en école avec des maternelles à Monceau m'a permis d'être sûre de la filière dans laquelle je voulais m'orienter, parce qu'il y avait un petit doute qui existait avec la filière entraînement. Et le fait de faire en même temps un stage en école et un stage en club, tout de suite j'ai compris qu'il fallait que j'aille en école. C'était compliqué, oui. École maternelle, c'était quoi? Ils avaient quel âge? C'était des grandes sections, donc 4-5 ans. Ouais. Et facile? Non, surtout l'école que j'avais, c'était... Ah oui. Quelle activité? Jeu de position et de coopération. Donc voilà, c'est quand même pas facile hein, pour des étudiants qui 2 ans avant étaient encore lycéens. C'est quand même pas facile de se retrouver face à une classe. Et quand on n'a rien préparé, voilà, t'as vite compris qu'il valait mieux que t'arrives avec une idée de ce que tu voulais faire avec les enfants. Bah, on se rend compte que tout se passe en amont de la séance. Voilà. Donc voilà, des moments forts, mais qui pour nous donnent une vraie valeur ajoutée à notre formation. J'ai une petite question sur le mot didactique qui rejoint peut-être ce dont on est en train de parler. Alors, la didactique alors j'aurais pu aussi parler de didactique dans le cadre de la formation professionnelle. Qu'est-ce que c'est que la didactique? C'est le traitement du savoir. Voilà. Pour le dire de façon très claire, comment on traite le basketball, par exemple, pour le rendre enseignable. Parce que le basketball que vous connaissez à haut niveau, c'est pas le basketball qu'on fait pratiquer à des enfants ou des adolescents. Donc la didactique, c'est la façon de traiter le savoir pour le rendre enseignable, avec l'idée qu'on va hiérarchiser et structurer les contenus d'enseignement. Alors, je veux pas avoir un discours trop technique, hein, mais voilà, j'essaie de le redire de façon très claire. La didactique, c'est transformer l'activité pour l'adapter aux enfants, aux adolescents ou aux adultes ou à des gens qui ont des pathologies, parce qu'on peut aussi être confronté à cela, notamment quand on intervient dans le domaine de la santé, on intervient auprès d'adultes, mais la didactique est importante parce que pour eux, encore plus, on va transformer l'activité pour en faire un outil éducatif. Voilà. Et bien sûr, je termine, je l'ai mis au centre, les activités physiques, sportives et artistiques qui sont abordées d'abord de façon pratique,
Clara, c'est quoi là ton option, par exemple? C'est quoi? Le volleyball. Qu'est-ce que tu as découvert en STAPS comme activité que tu connaissais pas et que tu as aimé pratiquer ici? La danse. J'avais beaucoup d'appréhension avec la danse parce que niveau grâce, je suis pas vraiment super, mais c'était top. On a appris plein de choses et je pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça. Et en fait, créer son spectacle avec un thème, etc., ça m'a beaucoup plu et j'en avais jamais fait en plus, ni au collège, ni au lycée. Et dans le domaine des APPN, qu'est-ce que tu as choisi? Course d'orientation et escalade. Tu n'as pas pris VTT? Non, c'était quelque chose qui était sûr, ça. Pas à cause du prof, mais. Bon, t'es pas une vraie sportive alors, t'as pas pris VTT. J'ai mon collègue là qui, bah non, il a pris. Non, mais là, c'est compliqué aussi. Donc, donc, les activités physiques et sportives, oui, sont pratiquées, mais autour de cette pratique, il y a aussi un contenu théorique. Et j'ai mis là sur la diapo que quelques exemples. Hein, on va aborder les aspects technico-tactiques, les aspects réglementaires, les aspects historiques, les aspects didactiques, hein, comment on enseigne l'activité, voilà, les aspects liés à la gestion de cette activité. Enfin, beaucoup de domaines qui permettront à un moment donné d'utiliser cette activité à des fins éducatives, d'enseignement, d'entraînement, de santé, de loisirs, de tourisme, etc. Pas de questions sur le... Alors j'enchaîne. Wow, ça c'est une... Non mais on va essayer d'être explicite et d'illustrer. Comment fonctionnent les cours à l'université? À l'université, il y a 3 types de cours. Ce qu'on appelle les CM, les cours magistraux, qui se déroulent promo entière. Plutôt des enseignements théoriques. En général, dans les sciences d'appui de la motricité, c'est-à-dire dans le domaine de sciences de la vie ou dans le domaine de sciences humaines, mais dans d'autres domaines également. Ces cours sont suivis par... Alors je devrais pas le dire, ce ne sont pas les cours qui sont le plus obligatoires. Voilà. Mais pour autant, nos étudiants ont l'habitude de suivre ces cours. Hein. Globalement, ça correspond un petit peu à la représentation qu'on a dans les imaginaires collectifs de ce que c'est qu'un enseignement à l'université. On est dans un amphi et on suit un cours magistral. Voilà. Clara, ça te plaît les cours magistraux? Ouais, bah, bien sûr, il y en a qui sont un peu plus difficiles à suivre que d'autres. Ça dépend pour qui, mais c'est vrai que quand on comprend pas en biomécanique, qu'on a 3 heures de biomécanique, ça doit être difficile. Oui, mais enfin, t'as dit que la biomécanique, ah, mais je parle pas pour moi. Mais en ce qui me concerne, la sociologie, par exemple, c'est long. 3 heures, c'est long, mais on sait que de toute manière, nos partiels, c'est les cours magistraux. C'est clairement. Je dirais donc à mes collègues qui enseignent la sociologie que tu as dit que c'était chiant. Non, mais bon. Voilà, quand un étudiant dit que c'est long, c'est bien. Mais bon, personne. J'ai peur que les collègues n'écoutent pas. Des travaux dirigés qui sont des enseignements moins descendants, au sens où normalement il y a plus d'interactivité avec les étudiants, c'est plus participatif et c'est centré sur l'explicitation, la mise en application des connaissances théoriques qui auront été présentées en CM. Donc, classiquement, le CM précède plutôt les travaux dirigés, et les travaux dirigés permettent d'illustrer, d'aller plus loin, de répondre aux questions, de permettre de comprendre, hein, très concrètement, ce que peut-être les étudiants n'auront pas complètement compris en CM. Et là, on fonctionne avec des groupes qui sont des groupes plus légers, c'est-à-dire qu'on n'est pas sous forme promo entière, mais on travaille avec des groupes de 30 à 40 étudiants, et puis pour information, en L1 STAPS, au Centre Condorcet du Creusot, nous fonctionnons cette année avec 5 groupes TD. C'est cela, Gilles. C'est ça. 5 groupes. Je parle sous contrôle de Gilles Théry, qui est modérateur aujourd'hui et qui est responsable de la première année de STAPS. Et puis des travaux pratiques, qui sont des enseignements axés sur l'apprentissage pratique, alors surtout dans le domaine des activités physiques et sportives, hein, quand on pratique en STAPS, c'est du TP. Mais pas que. Il y a également, et particulièrement en 2e année, des enseignements qui sont en TP et où on va, par exemple, réaliser des expérimentations, on va réaliser des tests d'effort, on va réaliser des expériences également, peut s'organiser sous la forme de travaux pratiques. Et là, on a des groupes qui sont à nouveau, globalement, 2 fois plus petits que les groupes de TD, ce qui permet d'avoir un suivi, un accompagnement qui est plus pointu. Dernier type de cours de façon là générale, hein, dernier type plutôt là d'enseignement, des stages qui interviennent en 2e année et puis en 3e année, même en année de master. Il n'y a pas de stage obligatoire en première année.
Donc les stages en deuxième année, eh bien, c'est les stages que j'ai évoqués tout à l'heure dans le domaine du milieu scolaire et du milieu associatif. Donc soit dans les écoles primaires, soit dans les clubs sportifs. Encore une fois, si vous souhaitez y revenir, on y reviendra tout à l'heure. On est là vraiment dans le cadre d'une intervention en milieu professionnel et déjà dans une optique de pré-professionnalisation. Clara, je t'ai pas demandé ce que tu faisais en pratique en stage de milieu sportif. Je suis dans mon club de volley, du coup, dans ma ville. Donc, j'ai choisi le club où je suis depuis plusieurs années pour être sûre d'être à l'aise. Et donc, j'enseigne le volleyball à des filles qui ont moins de 15 ans. Voilà. Alors bon, en ce moment, c'est un petit peu compliqué l'enseignement dans le contexte que vous connaissez, mais c'est aussi quelque chose qui où certains étudiants vraiment se révèlent, hein, et sont heureux, impatients d'intervenir auprès des enfants, des adolescents, voire des adultes, hein, ça peut être aussi des adultes, dans le cadre de l'entraînement sportif. Gilles, pas de questions sur la déclinaison des enseignements en stage? Rien. Très bien. Alors, on zoome. Alors, quand on est lycéen, ou quand on a été, même parfois depuis le collège, hein, on a envie de rentrer en STAPS, eh bien, on pense surtout aux activités physiques et sportives. Et on a raison. On a raison. Les enseignements dans le domaine des APSA sont une part importante de nos enseignements. Alors, on va les décliner. Je parle sous contrôle de Clara, j'ai pas fait d'erreur. Hein. En licence première année, vous allez pratiquer de l'athlétisme, de la danse, De la gym sportive. Je vais remplacer mon collègue dans une seconde. Donc, au niveau de la première année, les activités sportives, ce sera donc de l'athlétisme, de la handball, de la gymnastique sportive, de la natation. En sport collectif, il a été décidé de pratiquer le basketball, donc un sport de petit terrain. Et en combat, c'est plutôt boxe anglaise, boxe française. Voilà ce qui a été choisi de pratiquer au niveau de la première année. Voilà, donc ça, ce sont des activités que vous allez pratiquer pendant un semestre, le premier semestre ou le deuxième semestre, de façon complètement aléatoire. Hein. Donc, il y en a 3 au premier semestre, 3 au deuxième semestre. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué depuis un an, mais c'est quand même un des cours où vous pouvez être présent, travailler en présentiel cette année. On a quand même la possibilité de venir en présentiel en TP. En deuxième année, en L2, le sport collectif, ça sera le sport collectif de grand terrain cette fois-ci, le rugby. Sport de raquette, on aura choisi le badminton. Vous pratiquerez également en musculation step, l'AGR. En APPN, donc vous avez le choix, 2 APPN parmi les 3 qui sont proposés entre escalade, course d'orientation et VTT. Donc tout ceci réparti au fil de l'année, et puis en fonction, je vais dire un petit peu de la saison, mais bon, les APPN sont plutôt pratiqués sur la fin du deuxième semestre. Et sur la partie hivernale, on est plutôt sur des choix de badminton, musculation, step. Voilà. Et puis, vous avez donc ce qui est noté pour l'instant option, mais vous le verrez plutôt sur les descriptifs marqués spécialité. Spécialité L1 L2, c'est l'activité que vous pratiquez, sur laquelle vous êtes le plus spécialiste en fait. Donc Clara disait qu'elle était plutôt volleyeuse, donc elle a choisi plutôt le volley. Voilà, donc ça c'est en fait l'activité sur laquelle vous êtes le plus à l'aise. Vous pratiquez peut-être en club depuis quelques années. Donc, cette activité se pratique chez nous le lundi matin. Le lundi matin, vous avez 1h30 de pratique de votre spécialité plus 1h30 de théorie sur votre activité, donc répartie tout au long de l'année. Voilà pour les activités sportives qui sont une des parties importantes de STAPS sur le Creusot. Bon, je laisse la place à monsieur. On dit souvent on apprend même à nos étudiants que l'hydratation est importante pour pratiquer les activités sportives.
il semblerait que pour l'enseignant aussi, avoir une petite bouteille d'eau, ça peut aider. Donc, me voilà rétabli. Merci Gilles, qui a pris le relais avec brio. Voilà. Donc, juste peut-être une remarque à propos des activités physiques, sportives et artistiques. Effectivement, hein, ces pratiques sont souvent ce qui oriente les choix. Et je le comprends, hein, et c'est légitime. Hein. J'y reviendrai quand on vient en STAPS, c'est parce que on a une appétence particulière, on a des préférences aussi dans le domaine des activités physiques. Attention, nous ne sommes pas un sport-études. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que venez d'abord chez nous, venez d'abord en STAPS parce que vous avez un projet professionnel. Ne venez pas en STAPS que parce que vous aimez le sport. C'est important d'aimer le sport, mais il faut assez rapidement que vous vous posiez la question de votre insertion professionnelle et du futur métier que vous voulez faire. Clara, est-ce que tu as des remarques à faire? Est-ce que voilà. Non, la polyvalence, on peut dire que c'est. Enfin, faut être très polyvalent. C'est bien d'avoir un sport dans lequel on est bon, mais on peut voir que c'est quand même rare qu'on ait que ce sport à pratiquer en licence 1 et en licence 2. Donc, faut être aussi bon en activité artistique qu'en sport co, qu'en sport de raquette. Même si on a des points faibles partout, évidemment, et c'est des points forts. Mais faut quand même être très polyvalent. Et j'aimerais justement vous rassurer à ce propos. Oui. On n'attend pas une expertise avérée et importante dans chacune de ces activités. Il y a des activités pour lesquelles, parfois, certains étudiants sont complètement débutants. Ça a peut-être été ton cas. Voilà. Hein. Oui. Par exemple, en VTT. Ah non, le VTT, c'est pas un exemple que tu l'as pas fait. Natation, si vous voulez. Natation, d'accord. Mais en CO, je crois que c'est pareil. Oui, enfin bon, c'était. Comment? Je crois qu'en CO, c'est un peu pareil. On peut être débutant. Disqualifié à la première. Alors, elle a été disqualifiée en CO. Bien. Non, mais on va pas parler des choses qui fâchent, on va enchaîner. Voilà, très rapidement, une semaine type en licence première année. Voilà, une semaine à l'université. Globalement, on reste sur un total entre 20 et 30 heures d'enseignement. Et puis, on peut remarquer que dans cette semaine, il y a un équilibre entre les enseignements théoriques et les pratiques physiques. Voilà. Typiquement, sur la semaine que je viens de vous présenter, il y a 6 heures de pratique physique. Alors, ça peut être variable, mais globalement, on est à peu près sur ce volume horaire-là. Voilà, 18 heures d'enseignement, 6 heures de pratique physique, avec cette répartition. Sachez, alors peut-être que vous vous demandez ce que c'est que la FFSU le jeudi après-midi. Eh bien, la FFSU, c'est le sport universitaire, un petit peu à l'image de ce que vous connaissez dans les établissements scolaires sous la forme de l'UNSS. Donc, vous y participez ou pas. On est vraiment là dans le cadre d'une pratique volontaire. Voilà. L'étudiant qui ne souhaite pas pratiquer dans le domaine de la FFSU, eh bien, ça signifie pour lui que tous les jeudis après-midi, à l'instar de tous les mercredis après-midi au lycée, eh bien, l'après-midi est libéré. Là encore, hein, n'hésitez pas à poser des questions et on pourra y revenir si vous voulez davantage de précision. Une semaine type en deuxième année, finalement assez proche. On va pas détailler, assez proche. On est là sur 16h30 d'enseignement théorique, 6 heures de pratique physique. La différence, c'est que nous avons là 3 heures d'intervention en stage. Alors, qui sont répartis de façon différente selon les sports, selon les clubs. Alors, indépendamment du contexte Covid, Clara, tu intervenais quand, toi? Le mercredi de 18h à 20h. Voilà. Le stage peut être réalisé les soirs, peut être réalisé le mercredi après-midi, qui est libéré pour les étudiants de deuxième année, peut être réalisé le jeudi après-midi. Bon, il y a quand même beaucoup, en partie le week-end, en partie pendant les vacances. Voilà, en ce qui concerne le stage en milieu sportif, en tout cas, il y a une grande souplesse qui permet aux étudiants de pouvoir faire leur stage, même lorsque leur lieu de stage n'est pas au Creusot. On peut aussi considérer qu'il y a des étudiants qui ont envie de faire un stage plutôt proche de chez eux. Et normalement, cette possibilité est offerte également. Je vais passer rapidement sur les taux de réussite. Alors, vous avez là des statistiques qui parlent des taux de réussite en L1 STAPS au Creusot. De 2010 à aujourd'hui, voilà, on est autour de 50%. Voilà. Et alors, si vous me posez la question de cette part d'échec, qui est quand même importante, hein,
et sur laquelle on essaie de travailler. Moi, je dirais que prioritairement, elle provient deux choses. Soit un problème d'orientation, c'est-à-dire que les lycéens se sont trompés, pensaient que les STAPS c'était autre chose, pensaient qu'ils allaient uniquement pratiquer des activités, pensaient qu'ils n'étaient pas des étudiants, qu'ils n'étaient pas à l'université. Voilà, donc un défaut, un problème au niveau de l'orientation, et puis quand même un problème de travail aussi. Dans l'étudiant, il y a études. Hein. Et oui. J'aime bien. On aime bien que nos étudiants soient épanouis, mais on aime bien que nos étudiants soient épanouis aussi par le travail, pas que par le travail, mais aussi par le travail. Et un étudiant qui travaille normalement en STAPS, il réussit à passer en deuxième année. Alors, je ne parle pas des taux de réussite en deuxième année, mais les taux de réussite en deuxième année sont beaucoup plus importants. Clara, comment tu l'as vécu ta première année? Alors Clara est une bonne étudiante, donc bon, c'est peut-être pas. Il faut pas tomber dans le piège en fait, parce que quand on arrive de notre lycée, donc en général, on a un appartement seul, donc on n'a plus nos parents, ça veut dire. On a un lien social très fort en plus au Creusot, donc on a beaucoup de temps libre quand même en stage, je trouve, par rapport à peut-être d'autres facs, et c'est difficile de pas être pris dans le piège je le ferai demain. Du coup, je vais le faire à demain, etc., etc. Et après, on a vite les partiels qui arrivent et on se rend compte qu'il faut vraiment se bouger beaucoup plus tôt. Et ça a été ça le déclic pour moi la première année. C'est les partiels anticipés, en fait. Sans les partiels anticipés, je sais même pas si je serais là actuellement, mais c'est le déclic de je suis étudiant, j'ai une nouvelle vie, mais il y a études de l'étudiant. Je rajoute rien, hein, c'est vraiment très très important ce que dit Clara. Hein. On a des étudiants qui sont de bons lycéens, qui ont de bonnes notes au lycée, et qui échouent en STAPS. Non pas parce qu'ils n'ont pas les prérequis, non pas parce qu'ils n'ont pas les connaissances, non pas parce qu'ils ne comprennent pas, mais parce qu'ils n'arrivent pas à passer le cap de l'autonomie. Et parce qu'ils n'arrivent pas à travailler s'ils n'y sont pas obligés par quelqu'un. Alors c'est vrai que ici, nous offrons un accompagnement particulier à nos étudiants, nous sommes présents, mais quand même, l'université, c'est pas complètement lycée, puis les parents sont pas là de la même façon. Donc, il y a aussi cette dimension d'être capable de se prendre en charge et de grandir d'un coup. Voilà. Et c'est vraiment une notion très, très importante que d'être capable d'être acteur de sa formation et non pas d'être, spectateur, voilà, exactement. Et de travailler parce qu'on y est obligé. Puis, Clara parlait des partiels anticipés, c'est quelque chose d'important. Les partiels anticipés, c'est quelque chose qu'on organise depuis quelques années, alors qu'auparavant, les partiels étaient surtout après 6 mois de travail, ou 4 mois de travail. On anticipe certains partiels pour permettre aux étudiants d'avoir une première idée assez tôt dans l'année. Voilà. Et je pense que c'est bien parce que ça permet d'organiser le travail des étudiants dans l'année avec un petit peu plus de rigueur et d'équilibre. J'ai une petite question. Oui. Pour revenir sur la spécialité. On demande si toutes les options, ou en tout cas toutes les spécialités sont possibles, en l'occurrence le curling. Non. Alors, effectivement, les spécialités possibles sont les spécialités que nous vous avons présentées. Et régulièrement, nous avons des étudiants régulièrement, c'est très à la marge, qui ont des activités de spécialité qui ne sont pas présentes ici et qui ne sont pas organisées ici. Alors, le curling, alors là, ni le curling, ni l'équitation, ni d'autres activités encore qui sont peut-être un peu plus à la marge, et je le dis sans que ce soit péjoratif du tout. Le cas échéant, on a un dispositif spécial pour pas que ces étudiants soient pénalisés. Ils vont évidemment intégrer une autre option, mais dans le cadre de l'évaluation, on peut demander, pour la note pratique, on peut demander des résultats compétitifs à ces étudiants pour rehausser leur note pratique dans une perspective, je dirais, équitable. On prend en compte le fait qu'ils n'ont pas leur spécialité et donc on s'appuie pour partie sur des résultats compétitifs qu'ils ont manifestés dans des compétitions fédérales pour rehausser, en tout cas c'est pas le but, rehausser leur note. C'est quelque chose qu'on a prévu parce qu'on sait que même si ça reste à la marge, il y a certains étudiants qui peuvent se sentir un petit peu lésés par le fait que toutes les options ne sont pas proposées. Une autre question de la part de nos lycéens concernant les débouchés dans l'animation après les STAPS. Est-ce qu'il y a des débouchés dans l'animation après les STAPS? Peut-être une question qui veut parler peut-être des L-Pro, je sais pas. Alors, dans le domaine de l'animation, c'est un terme tellement générique qu'il est difficile d'y répondre.
alors, le domaine de l'animation, ça peut toucher aux activités artistiques, et là on a une licence professionnelle. Ça peut toucher au tourisme sportif. Il existe également une licence professionnelle qui est proposée à Dijon et qui est bien évidemment choisie par certains de nos étudiants qui sont passés par chez nous. On peut être également éducateur sportif. On a des étudiants qui ont des cartes professionnelles, notamment lorsqu'ils ont choisi la filière éducation et motricité, et ces cartes professionnelles leur permettent d'être éducateurs sportifs ou de passer les concours des collectivités territoriales pour être éducateur sportif dans des municipalités, par exemple, et d'intervenir auprès d'enfants. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est une question un peu générale, mais on a aussi des étudiants qui passent des concours du ministère de la justice et qui interviennent dans les prisons, par exemple. Voilà. Il faut considérer aujourd'hui que le mouvement sportif, le sport, l'activité physique se décline et dans beaucoup de champs, et on forme les étudiants qui interviennent dans ces différents champs. Voilà. Alors c'est vrai que je parlais tout à l'heure je parlais à l'instant des étudiants qui passent un concours du ministère de la Justice pour intervenir dans les prisons et faire du sport aux gens qui sont prisonniers, mais voilà, c'est une possibilité parmi tant d'autres. On peut aussi être éducateur sportif dans une collectivité territoriale, on peut aussi intervenir dans une structure de loisirs, on peut aussi intervenir dans une structure artistique, voilà. Après, tout se construit, je dirais, dans le cadre du parcours de formation de l'étudiant au cours de sa licence, voire au-delà. Ce qu'on peut retenir dès maintenant, c'est que à l'issue de sa licence, on peut déjà obtenir, dans le champ de la santé, de l'entraînement ou de l'éducation, de l'enseignement, des cartes professionnelles qui nous permettent d'être entraîneurs, enseignants, intervenants, éducateurs, sans avoir passé les brevets d'État. Bon, je vais passer sur cette diapo. Alors, ça c'est une diapo, alors je vais m'appuyer aussi sur Clara et avoir son sentiment. Je pense que c'est une diapo importante, et puis Gilles n'hésite pas aussi, j'interpelle là mon collègue, diapo importante, conditions pour nous, je dis pas pour moi en particulier, pour nous, équipe pédagogique, quelles sont les conditions pour réussir en licence STAPS? Alors, il faut d'abord être un étudiant avant d'être un pratiquant sportif. Je l'ai dit, Clara l'a dit tout à l'heure, ne pas oublier que dans étudiant, il y a études. Les études en licence STAPS répondent aux exigences d'une formation universitaire. Alors, on n'est pas en première année de médecine, ni même dans une classe prépa. Les exigences sont pas, en termes de travail personnel, ne sont pas démesurées. Pour autant, nos attentes se mesurent à l'aune de ce que doit être une formation universitaire. Donc oui, il faut travailler. Clara, comment t'estimes? Alors ça, c'est une question que je pose rarement aux étudiants. Donc je vais lui poser. Ton travail personnel, tu le quantifies comment? Je sais pas si je suis le bon exemple pour. Aïe, je savais. Enfin, j'ai réussi difficilement à m'avancer, et parce que j'ai une mémoire à courte durée en fait. Donc disons que je fais les choses peut-être un peu trop en retard, mais quand même à l'avance. Je fais pas la veille, attention, je vous rassure. Mais disons que je m'organise de façon à si les partiels c'est dans un mois, bon ben 2-3 semaines avant les partiels, je vais beaucoup réviser. Alors que pour moi, c'est pas la bonne solution. Je pense qu'il faudrait réviser un petit peu tout le temps en fait pour avoir tout en tête. Mais c'est pas celle que j'utilise, donc c'est difficile d'en parler. Alors, vous savez, il y a pas de, mais c'est bien que Clara explique sa façon de travailler. Et je le redis, Clara est une étudiante qui réussit plutôt brillamment. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Moi-même, lorsque j'étais étudiant, je travaillais tout de suite. Mais pas régulièrement. Moi, j'ai tendance à dire qu'un étudiant qui travaille 2 heures par jour, même sans compter le week-end, il est sur 2 jours. Il est sur 2 jours. Mais pas 2 heures par jour, 15 jours avant les examens, quoi. Voilà. Vraiment, il est sur 2 jours. Donc, bon. On a aussi des étudiants qui réussissent avec un investissement, avec un engagement dans le travail qui est plus que modéré. Le problème, c'est qu'à un moment donné, en L3, voire en master, on peut se trouver freiné.
Donc voilà, il faut toujours viser un peu plus loin. Il faut toujours être un peu ambitieux, un peu exigeant, viser un peu plus loin pour, par exemple, lorsqu'on va passer un concours, être sur du jour. Tandis que quand on a passé RECRAC en L1, L2, L3, si on passe un concours, par exemple un concours de professorat en 4e année, on ne va pas être sur du jour. Voilà. Première condition. Deuxième condition, avoir un projet. Aimer le sport n'est pas le seul critère qui doit présider au choix staff. Et donc, se pose la question de l'intérêt, l'appétence pour quel métier. Je crois très sincèrement que la question du projet, la question de où je vais, la question de qu'est-ce qui donne du sens est hyper importante pour réussir chez nous. Et parfois, il y a de bons étudiants, enfin, plutôt des lycéens qui réussissaient bien, qui réussissent moyennement parce que ils savent pas où ils vont. Ça, je pense que, pour moi, est-ce que c'est venu rapidement? Le projet? Oui. Depuis le collège, je vais être pour BPS. Mais c'est ça qui fait tenir quand on a forcément des baisses de motivation. De toute façon, durant l'année, c'est obligatoire. Et c'est ça qui fait tenir quand on sait que, de toute façon, pour faire ce qu'on veut, il faut qu'on réussisse. Donc, dans tous les cas, il faut qu'on s'y mette. Alors que si on est bon, mais qu'on a une baisse de motivation et qu'en plus, on ne sait pas vraiment où on va, c'est encore plus difficile parce qu'on se dit, je suis là, mais en fait, pourquoi je suis là? Et du coup, la motivation revient pas. C'est un point. Ce que vient de dire Clara, c'est un point très très important et nous on l'observe toutes les années. Avoir un projet, c'est un élément clé pour réussir. Voilà. Et elle réussit aussi peut-être parce qu'elle a un projet depuis longtemps. Et pas uniquement j'aime le sport. Troisième point, être autonome dans son travail. Être autonome dans son travail et acteur de ses études. Beaucoup d'étudiants échouent en première année car ils ne savent pas gérer leur nouvel espace de liberté. On en a parlé tout à l'heure, on ne va pas revenir dessus. Effectivement, on s'en aperçoit. Des étudiants qui sont presque en échec, alors qu'ils étaient des lycéens en réussite, parce que ils n'arrivent pas à travailler seuls, parce qu'il leur manque ce petit élément de maturité qui leur permet de travailler sans qu'on leur dise de travailler. Voilà. Et puis quand même, être un pratiquant sportif en bonne condition physique et capable de gérer sa vie physique, c'est important. On attend quand même des étudiants en STAPS qu'ils aient un minimum d'investissement, d'engagement dans une vie physique et sportive. Et au risque de vous étonner, on a quelques cas d'étudiants qui viennent chez nous et qui ne sont pas en condition physique, qui pratiquent très peu l'activité. Voilà. Ça, c'est récent, hein. Je dirais que ça confirme une évolution, une tendance beaucoup plus générale de la société. Quand même, on n'attend pas que nos étudiants fassent du sport tous les jours, on n'attend pas qu'ils soient des sportifs de haut niveau, mais on attend qu'ils aient quand même une vie physique un peu active, quoi. Voilà, en tout cas, qu'ils ne soient pas complètement sédentaires. Bon, on va passer peut-être sur la poursuite d'études et les débouchés très très rapidement, sauf s'il y a des questions. J'en ai déjà parlé. Dans le domaine de l'enseignement, de l'éducation, on va plutôt rester sur cette diapo. Les métiers d'enseignement, les métiers d'entraînement, les métiers du management et de la gestion des activités artistiques, les métiers de l'activité adaptée et de la santé, les métiers du tourisme et du loisir, les métiers de l'animation. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, eh bien, ce diaporama est en ligne sur la plateforme sur laquelle vous êtes connecté. Vous pourrez bien évidemment revenir dessus et vous pourrez lire cette diapo, par exemple, où je décline un petit peu pour chaque champ de métier, eh bien, ce qu'il est possible très concrètement de faire en termes de profession. Voilà. Manifestement, mon collègue me dit qu'il y a des questions qui concernent Parcoursup. Alors, peut-être que je vais avancer un petit peu. Voilà, je vais avancer. Voilà, je rappelle donc. Alors, sur Parcoursup, j'ai plusieurs choses à vous dire, mais que normalement vous le savez déjà. Vous allez obtenir un score. Ce score correspond à 5 grands domaines. D'abord, la fiche à venir, qui est l'élément d'appréciation du professeur principal et du chef d'établissement, qui correspond à votre année de terminale. Et puis, vous allez obtenir un score dans 4 grands domaines. Le domaine des compétences scientifiques, le domaine des compétences argumentaires, on est tout cela dans un domaine littéraire, le domaine des compétences sportives, le domaine de l'engagement citoyen, collectif et associatif. Et puis, vous allez avoir un classement sur 150 points, et à partir de ce classement, vous serez appelé plus ou moins tôt. Sachant que
ici, en STAPS au centre Condorcet au Creusot, nous disposons de 150 places. Plus 15 places LAS, c'est-à-dire licence avec option, avec accès santé. Voilà. Ça veut dire très clairement que si vous êtes du secteur de la Nièvre et de la Saône-et-Loire, compte tenu de nos capacités d'accueil et compte tenu de votre priorisation géographique, vous avez toutes les chances, même si vous n'allez pas être appelé tout de suite, vous avez toutes les chances d'être appelé. On se rend compte que, en tout cas les dernières années nous montrent qu'il y a très 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 peu de bacheliers qui restent sur le carreau dès lors qu'ils appartiennent aux deux départements que je viens d'évoquer, la Saône-et-Loire et la Nièvre. Voilà, donc là encore, je zoome sur les compétences scientifiques, argumentaires, sportives et associatives qui vont vous permettre d'avoir un barème de points. Voilà les notes obtenues dans les matières scientifiques pour les compétences scientifiques et les notes obtenues aux épreuves anticipées de français dans les matières littéraires pour les compétences argumentaires. Voilà. Quel bac tu as passé, toi Scientifique. Ah oui, mais je vais poser une question. C'est une question qui est déjà plus d'actualité parce qu'il n'y a plus vraiment, il y a plus vraiment de bac. Il n'y a plus vraiment de bac. Donc voilà, la question qu'on me pose souvent, et ça c'est important, la question qu'on me pose souvent, et c'est cette diapo-là, c'est voilà, je suis en première, je suis en seconde, qu'est-ce qui vaut mieux que je choisisse comme spécialité pour entrer en STAPS? Eh bien, je vais vous répondre, dès lors que vous passez un bac général, il n'y a pas de spécialité préférable à une autre pour entrer en STAPS. C'est important d'avoir des compétences scientifiques, j'entends là compétences sciences dures, sciences de la vie, mais c'est tout aussi important, enfin, c'est pas dévalorisé que de choisir comme spécialité géopolitique, histoire géo, philosophie, français, enfin, je sais pas exactement, voilà, mais l'une ou l'autre ne sont pas avantagées, puisque finalement, on les retrouve, je dirais, à part égale en licence STAPS. T'écris bien aussi, Clara? Oui, ça va, je me débrouillais bien aussi. Voilà. Si je lui pose la question, c'est pas pour rien parce que plus on va continuer dans ses études et notamment si on doit passer un concours, eh bien le fait de bien écrire, de savoir argumenter et également de savoir s'exprimer à l'oral, comme le fait très très bien Clara, vous la retrouverez également dans la vidéo de présentation qui est en ligne sur la plateforme. Eh bien c'est très important, très important. Voilà. Donc à égalité, je le redis, ce qui est du domaine scientifique, sciences de la vie, et ce qui est du domaine plus des compétences littéraires. Des questions? C'était une question dont tu as répondu. C'était est-ce qu'il faut avoir un bon niveau en maths? Mais tu as répondu à la question, donc. Tout est bon à prendre. Oui, il faut avoir un bon niveau en maths, mais il faut avoir un bon niveau en français. Voilà. Tout est bon à prendre. Et je le redis, les compétences argumentaires vont devenir de plus en plus importantes. Voilà. Mais elles ne sont pas si éloignées des compétences scientifiques. Parfois, on oppose de façon un peu caricaturale les deux. Et quand on est un bon scientifique, souvent, comme on a une certaine forme de rigueur de la pensée, on sait argumenter et on sait mettre en mots sa pensée. Ça, c'est très important pour être à l'université et particulièrement en STAPS, mettre en mots sa pensée. Toi-même, par rapport au bac que tu as passé, comment tu as trouvé que c'était dur? Tu trouvais que ça montait d'un niveau ou finalement tu n'as pas été vraiment surprise ou bon voilà, c'était dans la continuité? Oui et non, la difficulté c'était l'autonomie. De toute manière, de ne plus avoir les profs derrière, faut rendre ça, on était tout seul. Donc enfin tout seul. Et encore, on est au Creusot, donc on a la chance de ne pas être tout seul. Mais c'était vraiment l'autonomie en fait la clé. Et après sinon non, pour moi c'est un peu dans la continuité puisqu'on a toujours nos matières et puis c'est très polyvalent, donc on avait autant de rédactions en psycho, en sociaux, etc. que de domaines plus scientifiques avec des QCM, je pense à la neuro, je pense
ce qui ressemble à de la SVT, entre guillemets, pour Oui. les lycéens. D'accord. Donc, toi, tu as réussi à appréhender Voilà. avec réussite cette dimension autonomie. C'est ça. Et l'autre dimension qui est peut-être parfois un petit peu difficile à appréhender pour les étudiants, c'est le caractère un petit peu. Alors, c'est une force et parfois une faiblesse en STAPS. C'est le caractère un petit peu parcellisé de la formation. On va en psycho, on fait de la psycho. On va en droit, on fait du droit. Même si le droit lui-même se décline. On va en STAPS, on fait beaucoup de choses. Et c'est une force, je le redis. Mais parfois, ça peut rendre les choses un petit peu difficiles. Toi, tu as bien appréhendé ça. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, j'étais prête et j'étais tellement au courant de ce qui se passait en STAPS, ça faisait tellement longtemps que je voulais y aller, que j'étais préparée. Je pense que c'est surtout ça aussi. Effectivement, quand on a hésité déjà, qu'on savait pas vraiment où aller et qu'on arrive et que peut-être il y a 12 matières différentes, ça peut faire peur, je comprends. Mais du coup, j'ai pas trop vécu ça. J'étais au courant. Dernière chose, puisqu'il nous reste très peu de temps, et puis le temps passe finalement très vite. Une question sur les LAS. Comment sont sélectionnées les 15 places en LAS? C'est à toi qu'il faut poser la question, cher collègue responsable de la première année STAPS. Voilà, mais alors déjà, juste, je veux bien commencer, puis tu compléteras ma réponse. On n'en a pas parlé des LAS, hein, licence avec option, avec accès santé. Nous avons 15 places chez nous. Donc, notre capacité d'accueil totale, elle est de 155 places. Voilà. Et ce sont des étudiants qui, en plus de tous les enseignements STAPS, vont avoir des enseignements, je dirais, qui ressemblent à ce qui est fait en première année de santé. Et cela permettra aux meilleurs étudiants, même s'ils n'ont pas choisi la voie fac de médecine, eh bien, d'intégrer la deuxième année de médecine, mais avec des conditions drastiques. Vous imaginez bien que la première année de médecine est très sélective. Eh bien, l'accès en deuxième année de médecine via la formation STAPS, elle aussi sera très sélective. Donc, les modalités pour accéder chez nous, ce sont les mêmes modalités qui s'appliquent pour tous les autres étudiants. C'est-à-dire que un classement va être réalisé et parmi tous les étudiants, tous les lycéens, qui ont choisi comme vœu STAPS, le Creusot avec option LAS, eh bien, ils seront classés et les 15 meilleurs obtiendront une place LAS. Et autant tout à l'heure j'expliquais que l'accès STAPS au Creusot, compte tenu de notre capacité d'accueil, n'est pas très sélectif, là quand même, comme nous n'avons que 15 places, eh bien, c'est beaucoup plus sélectif. Et attention, ne choisissez pas par défaut cette voie-là. Il faut avoir une volonté de faire. Il faut avoir un engagement de tous les instants. Imaginez bien qu'en plus de tous les cours suivis par tous les autres étudiants, vous avez en plus des enseignements spécifiques dans le domaine de la santé et de la médecine qui sont pas faciles. Et vous le savez. Donc, on ne s'y engage pas par défaut, par hasard ou pour essayer. D'accord? Il faut vraiment être très motivé, mais c'est une voie qui existe, qui vient compléter la voie entre guillemets royale de la première année de médecine. Voilà, on est presque à la fin. Une petite question donc sur comment sont sélectionnés les étudiants hors académie. Alors, les étudiants hors académie, on va dire, peuvent accéder à nos formations, oui, mais le processus sélectif est beaucoup plus important puisque nous n'avons seulement que 10 places pour les hors académie. Donc, très globalement, ça veut dire que pour faire partie des 10 hors académie qui vont rentrer chez nous, il faut faire partie des 10 meilleurs. Donc, c'est beaucoup plus sélectif. Voilà. C'est possible. Cela renvoie aux mêmes attendus, aux mêmes compétences et aux mêmes façons de classer et de scorer, mais c'est beaucoup plus sélectif. J'avais une dernière question sur les bacs techno. Est-ce qu'ils ont moins de chances d'être pris en STAPS? Alors, non, ils ont moins de chance. Tout dépend. Ils ont peut-être dans le scoring un petit peu moins de chance, mais on a des bacs technologiques. Hein. J'attire juste votre attention sur le fait que si vous avez un bac technologique, vous pouvez réussir chez nous.
mais avec peut-être plus encore toutes les conditions que j'ai évoquées tout à l'heure. Et ne venez pas uniquement parce que vous aimez le sport. Il faudra vraiment investir le costume de l'étudiant et avoir une motivation et un engagement très fort. Nous avons des étudiants qui ont réussi, qui ne sont pas forcément à la marge, mais l'honnêteté m'amène à dire que sans doute cela sera-t-il un petit peu plus difficile. Voilà. On a terminé. Merci Clara. Peut-être le mot de la fin pour toi. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. C'était complet. Est-ce qu'il y a des éléments forts? Voilà, Clara l'a dit tout à l'heure, donc je le souligne peut-être un petit peu. On est une petite structure avec cet avantage d'être à taille humaine et de connaître nos étudiants. Et je crois que nos étudiants apprécient le fait qu'ils ne soient pas noyés dans une énorme structure où il y a des milliers d'étudiants, mais tu en as un petit peu parlé. Ouais, complètement. Bah, c'est un atout, de toute façon. Rien que la solidarité qu'il y a entre nous. Voilà, quand je suis arrivée en licence dans ma classe, au bout de 2 semaines, on avait l'impression de se connaître depuis des années, alors que même au lycée, à ma 3e année de terminale, quand je suis arrivée en terminale, je connaissais encore pas tout le monde, et là, j'avais l'impression de connaître tout le monde en 2 semaines. Et encore une fois, quand on a des baisses de motivation, bah, certes, il y a le projet, j'en ai déjà parlé, mais quand il y a les amis aussi de la classe qui sont derrière en disant, allez, lâche pas, c'est bientôt la fin, etc., ça fait toujours du bien, ça c'est sûr. Moi, je peux vous assurer que j'enseigne aussi à Dijon, puisque je suis enseignant de l'Université le Creusot-Dijon, ou Dijon-le Creusot. Je peux vous assurer que je croise souvent des anciens étudiants du Creusot, et à chaque fois, ils m'interpellent pour me dire que voilà, c'était les belles années pour eux. Ils sont heureux à Dijon aussi, mais ils vont passer ils vont un très bon souvenir de leur passage. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Je remercie mon collègue Gilles Théry, je remercie les techniciens et les informaticiens qui font un boulot exceptionnel. Et je remercie Clara qui a été encore à la hauteur de la tâche, et vous la retrouverez également sur la vidéo qui est en ligne sur la plateforme. Merci à vous et à bientôt. Au revoir. T'as coupé, Germain? On peut dire des bêtises? Pas encore. Pas encore.